Bonjour et bienvenue à votre club de lecture hebdomadaire. Pour la première partie de cette émission, une entrevue avec l'abbé David Vincent au presbytère de l'Église Sainte-Victoire. L'entrevue portera sur le livre « L'Évangile selon l'abbé Raymond Roy », publié en 2018. Pour la suite de l'émission, Micheline, Monique et moi-même, vous livrerons nos réflexions en rapport avec nos lectures de cette semaine. Bonne émission! Bonjour, Monsieur l'abbé. Bonjour. Alors, on va faire une courte biographie, un petit peu de votre profil. Vous avez 42 ans, vous êtes bien jeune. Oui. En 2005, vous avez été ordonné prêtre. Vous avez fait votre entrée à la paroisse Sainte-Victoire en 2009. Oui. Et en 2013, vous avez eu la fonction de curé pour la paroisse Saint-Christophe. Oui, à Saint-Christophe d'Arthabasca. J'ai fait un peu mes premiers pas comme curé dans ce beau milieu, puis je me retrouve depuis 2017 ici à Sainte-Victoire, tout en continuant d'aider à Saint-Christophe d'Arthabasca. Alors, dans le fond, je suis un peu partout à Victoriaville avec un autre prêtre. On se promène dans toutes les églises. Okay. Vous avez plusieurs lieux de culte. Oui, plusieurs lieux de culte. C'est 5 lieux de culte dans lesquels on se promène, surtout à la rencontre des gens. Bien comprendre qu'on est une équipe, on travaille en unité. C'est dans le fond le même Seigneur qu'on visite aussi. Puis c'est vraiment un peu ce qui me rend heureux dans mon ministère, le fait d'aller à la rencontre des gens, d'aller les accompagner dans les différentes étapes de la vie. Ça, moi, c'est au cœur de mon ministère. C'est ce qui vous a amené à la prêtrise. Oui, moi, ce qui m'a amené à la prêtrise, c'est vraiment le côté humain. Autant Jésus était vraiment pour moi une personne toujours touchée par la personne devant lui, très sensible à ce que les personnes pouvaient vivre. Autant moi aussi, c'est ce qui est prioritaire pour moi, ce que la personne vit, ce qu'elle est, ce à quoi elle est confrontée, ses blessures. Peu importe sa situation, moi, je suis là dans le fond pour pouvoir l'aider, l'écouter, être avec elle, pas qu'elle se sente seule. Alors, c'est vraiment, moi, ce qui me touche au cœur de mon ministère, la présence. Et ça rejoint aussi un petit peu l'abbé Raymond Roy, dont on va parler aujourd'hui. Oui. Donc, le livre « L'Évangile selon l'abbé Raymond Roy », qui recueille les 168 chroniques qu'il a écrites de 1970 à 1980 dans l'Union de l'époque. Ici, oui. Oui. Alors, ces chroniques-là, il y avait un franc-parler. Oui, très concret. Et puis, monsieur, vous, l'abbé Raymond Roy, est-ce que vous l'avez connu? Non, malheureusement, à cause de mon jeune âge, je ne l'ai pas connu. Puis comme je suis originaire de l'extérieur de Victoriaville, moi je suis originaire de Saint-Léonard-d'Aston, je ne l'ai pas connu même jeune ici dans la région. Mais j'ai appris à le connaître à cause de son héritage ici, que ce soit au centre Rita Saint-Pierre, avec le Resto Pop, à travers ses lectures aussi. Il y a la journée Raymond Roy également à Victoriaville. Alors ça reste une figure incontournable ici dans la région. Alors c'est un peu comme ça que j'ai appris à connaître, on pourrait dire, ce grand homme. Et Roch Tourini le qualifie de prophète. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui, moi, quand on analyse le mot prophète, ça veut dire mot pour mot, celui qui voit en avant, qui voit loin. Alors pour moi, Raymond est un visionnaire, un prophète, c'est-à-dire qu'il était capable de voir venir les choses si on ne se prenait pas en main, si on ne faisait pas de changement, si on ne sortait pas dans la rue ou si on ne s'indignait pas, ben, on n'engendrerait pas de changement pour le mieux. Alors Raymond, à sa manière, était vraiment un prophète moderne, étant capable de voir loin, de voir venir les choses, puis de nous aider justement à éviter, on pourrait dire, l'écueil qui se présente devant nous. Oui. Et dans le volume, son frère cadet, Daniel, parle de son esprit de justice. Et il nous raconte une anecdote qui a eu lieu en 1943. Pourriez-vous nous en parler un petit peu? Oui, alors qu'il est tout jeune, je ne sais pas s'il est au début de l'adolescence, son frère raconte que Raymond est alors au dépanneur en train de faire quelques commissions et puis il va être témoin d'un événement qui va le toucher puis qui va l'interpeller pour ses engagements futurs, même qui va le suivre un peu toute sa vie. Alors une jeune fille se présente, une jeune fille pauvre, pour acheter du lait puis il va lui manquer quelques sous pour être capable de payer sa pinte de lait. Et puis le commis qui est au comptoir va choquer puis il va l'obliger à lui remettre la pinte de lait dans le frigidaire parce qu'elle n'est pas capable de payer les quelques sous qui manquent. Cet événement-là va toucher Raymond Roy, cette injustice-là pour des gens qui sont dans le besoin, pour cette famille-là qui avait besoin de lait, qui est un bien essentiel.
ça va y allumer une lumière. Ça va vraiment donner comme sa cause de militer pour la justice, toujours plus. C'est anecdotique, mais en même temps, ça va devenir un peu sa trame de fond. Oui, hein? Et d'ailleurs, on le qualifie de prêtre ouvrier. Oui, prêtre ouvrier. Ça a été un peu, c'est peut-être un peu moins populaire. C'est-à-dire, bon, évidemment, il y a déjà moins de prêtres tout court. Là. Prêtre ouvrier, c'était vraiment un peu dans les années 60-70, avec la jeunesse ouvrière catholique, les prêtres qui s'engageaient aussi dans le milieu du travail pour les travailleurs, la défense des droits des travailleurs. Alors, Raymond Roy est un peu de ces hommes qui n'ont pas voulu être nécessairement un prêtre enfermé dans l'Église, mais dans le monde, avec les gens, militer avec eux pour plus de justice sociale. Il y en a toujours quelques-uns encore aujourd'hui, des prêtres ouvriers. Il y a Gilles Keg du côté de Québec. Oui. Il y avait le père Pops à Montréal, il y avait sa roulotte qui accueillait du monde. Alors Raymond Roy est un petit peu dans ce style-là où il n'a pas nécessairement été curé bien longtemps dans sa vie, mais il a été proche du monde toute sa vie. Ça, il était dans le monde avec les gens, puis ses chroniques visaient justement à promouvoir ses valeurs, à toucher le cœur des gens, puis à engager un changement dans la société. Oui, parce qu'il préférait servir que plutôt d'accomplir des rites et des liturgies. Il ne va pas dénigrer, par exemple, la liturgie, mais c'est ça, moi, que je trouve beau. Il ne veut pas s'enfermer dans l'Église à accomplir des rites. C'est un homme qui veut se faire proche, comme Jésus, de chaque personne humaine souffrante, puis de l'aider, pas comme par magie, à tout enlever ses souffrances, mais à aider la personne à se prendre elle-même en main, à soutenir ce désir-là de devenir autonome, de devenir, d'aller chercher sa dignité profonde, parce qu'on a tout ce qu'il nous faut, mais des fois, c'est le petit coup de pouce qui nous manque. Alors, Raymond est un peu à la manière du Christ, celui qui va aider l'autre à se prendre en main, à se relever debout, puis à marcher avec, pas à marcher à sa place, à marcher avec. Alors, comme prêtre ouvrier, dans le monde, c'était vraiment, lui, un peu comme ce que le pape François nous dit, là, d'aller en sortie, d'aller à la rencontre des gens, de ne pas rester enfermé dans l'Église. Pas que c'est pas bon ce qui se passe dans l'Église, mais on va se ressourcer dans l'Église pour retourner dans le monde après. Alors, ça, Raymond était déjà un instigateur au moment où lui-même le disait. Ça se disait peut-être pas tant que ça déjà dans l'Église. C'est aussi un éveilleur de conscience, hein, et il a été vraiment là, passionné par la cause du partage, du mouvement coopératif aussi. Il a été vraiment un instigateur au niveau du CRI, le Centre de relèvement et d'information pour les gens qui sont moins bien nantis. Il croyait en l'autogestion et l'autosuffisance. Ça revient assez souvent dans ses chroniques où il va citer le CRI ou ce qu'ils vont faire ou un peu leur réalisation. Alors, c'est vraiment toujours, quand on parle de l'autonomie, c'est un peu pour lui, puis j'oserais dire, même en Église, dans les nombreux documents qui traitent de l'aspect social, pour que la personne retrouve sa dignité, c'est pas en étant dépendante, c'est en retrouvant vraiment son autonomie, en retrouvant ses capacités justement de se relever, en trouvant les moyens d'aller chercher les choses pour qu'elle-même puisse se reprendre en main. Alors Raymond Roy ne voulait pas tout donner dans la bouche, un peu comme souvent le système l'encourage, mais voulait vraiment donner ce qu'il faut pour que la personne elle-même puisse s'auto-aider. Alors, c'est un peu ce qu'on continue de voir ici à Victoriaville avec des organismes comme le Resto Pop qui va aider à manger, mais en même temps qui s'appuie sur combien de bénévoles pour que ça fonctionne, que ce soit Recyclo Vesto, que ce soit aussi avec Normand Maurice pour l'écologie. Tu sais, l'écologie, si on attend à ce que les autres en prennent soin, il ne se passera pas grand-chose. C'est à nous-mêmes d'en prendre soin aussi. Alors, oui. Puis il était avant-gardiste parce qu'il parlait de récupération à ce moment-là. Déjà dans les années 70, c'est quand même, il faut le faire, là, dans les années 70, 80. Parler avec Normand Maurice du développement durable, parler de l'environnement, surtout à un temps où au Québec, on se disait, ben voyons, l'environnement, on a de l'espace, on a de l'eau en masse, pas besoin de se préoccuper non plus de l'air, alors de la pollution. Mais oui, il était, moi je trouve un instigateur, un avant-gardiste, autant au point de vue spirituel, au point de vue social, au point de vue du développement durable, puis même, j'oserais dire, économique. Alors oui, comme tu disais tantôt, c'était un prophète. Oui, il était vraiment là à l'écoute des humains en détresse. Et d'ailleurs, sur sa pierre tombale, c'est écrit « L'abbé Raymond Roy, serviteur des pauvres ». Oui, vraiment un peu à la manière du Christ ou même du pape François.
Alors, souvent, on est porté à voir comme le prêtre, comme étant, plus à l'époque, là, un personnage d'autorité, mais lui voyait vraiment son rôle comme étant au service des gens. Alors, les gens ne sont pas à son service, c'est lui qui est au service de l'autre. Alors, ça montre vraiment, oui, un peu là, ce qu'il était, sa vocation, l'appel profond qu'il avait à se mettre au service de son prochain. Et dans ce recueil de ses chroniques, c'est pas un livre qu'on lit là du début à la fin. C'est vraiment, on lit des passages et on est touché par tout ce qu'il est, son éveil de tout ce qui va venir. Oui, alors c'est vraiment comme tu dis, c'est vrai que c'est pas comme un roman qu'on va lire avec une histoire puis un développement. Alors c'est vraiment différentes chroniques. Puis il va toujours partir d'un événement concret, de l'actualité, un exemple de quelque chose qu'il a vu. Puis là, il va comme développer un peu son idée, puis il va interpeller les gens là-dessus. Alors, puis autant il est interpellant, autant parfois il va dénoncer, des fois il va rappeler son espérance dans les jeunes, dans les organismes sociaux, puis il va nous témoigner aussi d'événements dont lui, il va être témoin, puis qu'il va mettre en valeur, puis qui sont beaux, que ce soit parlant d'une hypothèque, là, par exemple, qui va avoir été repris, un homme qui perd son hypothèque, puis c'est ses voisins qui vont comme l'aider à se reprendre en main, où il va parler à un moment donné du pain partage qu'on a le vendredi saint, qui appelle lui le pain de la réconciliation, ou encore, par exemple, là, il va s'émerveiller au niveau du recyclo-vesto qui va déménager, et puis un peu de tout ce que ça va accomplir. Alors, c'est beau de voir ce témoignage de cet homme qui s'émerveille de ce qui aussi est en train de se faire, des pouces qu'il lève aussi. Oui, on retrouve ça dans ses chroniques également. Est-ce qu'on peut se procurer encore ce volume-là? Oui, il est toujours en vente. Alors, le livre est disponible ici au presbytère. Alors, si des gens se présentent ici, il y a moyen d'en acquérir pour eux. Il est au coût de 36 $. Et je sais qu'une partie des profits va pour le mouvement Solidarité Jeunesse. Alors, oui, je pense que c'est à la fois une manière d'encourager non seulement un organisme, des organismes communautaires ici à Victoriaville, en se le procurant, puis aussi de connaître une figure importante, non seulement de l'histoire de Victoriaville, mais aussi qui vient chercher de nous dire, hey, c'est quoi les valeurs importantes pour nous autres aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire moi aussi également? Alors, c'est pas juste dire, ah, c'était bien beau à l'époque, mais c'est toujours actuel ce qui est là-dedans. Alors, un livre à lire. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Un David grand Vincent. plaisir. Bonjour Micheline. Bonjour Monique. Bonjour. Alors, on va commencer par toi, Micheline. Alors, on est en Corbillard en ce moment. Absolument. Alors, on fait une promenade avec Paul Ruban, l'auteur de Crevaison en Corbillard. Alors, c'est un recueil de 30 nouvelles. On se rappelle qu'une nouvelle, c'est un court récit qui est centré sur un seul événement où les personnages sont très, très peu nombreux. Puis évidemment, là, puisque c'est très, très court, bien, c'est beaucoup moins développé que dans un roman. Ce qui est la particularité d'une nouvelle, comme on sait, c'est que la fin est souvent inattendue, puis des fois quelques lignes ou juste quelques mots. Et ça prend la forme de ce qu'on appelle une chute ou encore, comme dirait Denise Filiatro, un punch. Alors, dans une nouvelle, l'espace est restreint, les mots sont pesés. Ces 30 nouvelles-là, je les ai dégustées les unes après les autres, jour après jour. Et pourquoi j'ai pas lu tout d'un couvert à l'autre, d'un seul trait, même si je trouvais ça passionnant, c'est que j'en lisais une et là, je voyais les personnages, je voyais les décors, tout ça. Et dans certaines de ces nouvelles-là, il peut y avoir comme une morale, entre guillemets, qui s'en dégage ou des pistes de réflexion. Alors, je restais imprégnée de ce que je venais de lire là, durant la journée. Mais j'avais toujours hâte de continuer à lire une autre nouvelle le lendemain. Alors, je vous en raconte une? Mm-hmm. Alors, je vais reprendre une qui s'appelle justement « Crevaison en corbillard ». Alors, c'est l'histoire de deux croque-morts qui roulent en corbillard sur une route isolée et conduisent le défunt à ses funérailles. Qu'est-ce qui leur arrive? Une crevaison. Alors, ils sont dans un endroit vraiment désert, puis eux, là, ils sont vraiment, là, engagés dans leur travail, puis ils veulent vraiment mener leur mission jusqu'au bout. Alors, là, après de multiples péripéties, ils arrivent finalement à temps pour apprendre que la cérémonie est annulée. Les organisateurs leur disant que finalement, là... Le mort n'est pas mort.
Ça aurait pu être ça. Parce que justement, quand je lisais chacune de ces nouvelles-là, j'émettais des hypothèses à savoir comment ça allait se terminer, mais dans ce cas-là, c'est pas ça. C'est que finalement, là, OK, puisque le mort n'était pas vraiment très, très aimé, ça valait pas vraiment la peine de lui faire des funérailles. Oh là là. OK? C'est réglé. C'est ça. Alors, Éric Emmanuel Schmitt, que vous connaissez, dit du style littéraire ou du genre littéraire, la nouvelle, ce qui suit. Alors, il dit, parfois, je songe que la nouvelle m'épanouit parce que je suis d'abord un homme de théâtre. Le nouvelliste prend le lecteur à la première phrase pour l'amener à la dernière sans arrêt, sans escale, comme il doit le faire au théâtre. Puis justement, l'auteur Paul Rubin, il travaille dans les coulisses de la télévision francophone en tant que scénariste et réalisateur. Donc, il sait comment créer des personnages particuliers et puis il est vraiment très, très habile là, à les mettre en scène dans des situations variées, parfois cocasses, drôles ou tragiques, et dans des situations tirées ou non de l'actualité, portant ou non à réfléchir ou à s'intérioriser. Alors, il y a vraiment une imagination débordante. Il a travaillé sur plusieurs continents, entre autres, dans ces nouvelles-là, on le retrouve de Winnipeg à Dakar, à Las Vegas, etc., où se situent ces histoires, dont certaines nous parlent de ses valeurs personnelles aussi, de ce qu'il prône. Puis, est-ce que toutes les histoires ou les nouvelles ont une relation avec un corbillard? Pas nécessairement, absolument pas. Ça, c'est un exemple d'une nouvelle. OK, je vous en présente une autre qui a trait à une valeur que lui porte profondément. Là. Alors, il affirme que dans un contexte minoritaire, sans que ce soit un acte politique, écrire en français est important, car il y a peu d'auteurs franco-manitobains, franco-ontariens. Lui, il dit qu'il faut leur donner qu'il faut donner une présence au lieu où vivent ces gens. Alors, c'est ainsi qu'on retrouve l'histoire de Pierrette Pire, P-Y-R-R-H-E, qui est une neurologue au centre hospitalier Montguetto, ça, l'hôpital francophone d'une province X. Il y a un client qui la consulte pour une énorme excroissance au milieu du front. Alors, elle lui demande, quelle langue parlez-vous à la maison? Alors, lui, il répond français avec ma mère et anglais avec mon père. Alors, voici dont vous souffrez, monsieur. Vous avez une exogamie endémique. Et elle prescrit alors un traitement radical pour enrayer définitivement le problème. Vous savez le traitement... Non, pas vraiment. Ça vous dit de parler italien. Pas tout à fait. OK. Traitement radical, c'est qu'il va passer de vie à trépas. Oh, mon Dieu. Elle se rend par la suite, alors la neurologue se rend par la suite pour procéder à la première pelletée de terre pour la construction de l'édification d'un monument dédié à la francophonie. Après un discours enflammé où elle cite les bienfaits de la part de Samuel de Champlain, elle creuse, parce que c'est la première pelletée de terre, puis est aspirée dans un gouffre géant. Elle se retrouve sur un lit d'ossements humains qui est un cimetière d'Autochtones qui sont morts de variole. Il y a un vieillard objoué qui est là et lui dit « Tu crois qu'elle est vraiment menacée, ta langue? » Et ça s'arrête ainsi. Et alors, voilà. eux ont connu pire, Et ils toi ont aussi, perdu tu la vas vie. t'arrêter ainsi, la Oui. belle Micheline. Parce que c'est mon tour. Là. Alors, Monique, merci Micheline. Monique, tu vas nous parler de Saint-Jambe. Oui, alors moi, je vous parle d'un livre écrit par Alice Guéricolas-Gagné, une jeune femme qui vit à Québec. Et d'abord, un mot sur le titre, Saint-Jambe, comme une jambe là, avec laquelle on marche. Au début, je me suis beaucoup questionnée sur ce titre-là. Et en lisant le livre, j'ai réalisé qu'elle parlait non pas du Vieux-Québec, comme j'avais pensé au départ, mais du quartier Saint-Jean-Baptiste. Oui. Alors, ça fait Saint-Jean, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jean, d'où le titre. J'ai lu beaucoup de livres dans ma vie, mais j'en ai rarement lu un semblable à ça. Déstabilisant. Oui, c'est très, très, très particulier. Alors, d'abord, moi, je pense qu'il y a 3 raisons majeures pour lesquelles on doit lire ce livre. D'abord, le premier, c'est qu'il est inclassable. Les spécialistes ont décidé que c'était un roman. Moi, je
dirais que c'est aussi un recueil de nouvelles, parce que même si on parle tout le temps du quartier Saint-Jean-Baptiste, chaque chapitre est autonome, bien différencié. Bon, c'est pas une histoire qui commence, se développe, se termine. Bon, moi, je le mettrais... Et on parle tout le temps du quartier Saint-Jean-Baptiste de Québec. Alors, on raconte comment le premier chapitre va parler comment le quartier a été formé. On va parler de fouilles archéologiques qui ont permis la mise au jour d'un temple d'Athéna. Ça n'a aucun bon sens. Aucun bon sens. La deuxième raison pour laquelle il faut lire ce livre, c'est qu'il est écrit dans un style original. Cette jeune femme possède un vocabulaire abondant et une imagination délirante. Et en mêlant les deux, ça donne un style extrêmement personnel. Moi, j'ai trouvé qu'elle écrivait finement, qu'elle sait utiliser les bons mots. C'est pas du tout comme Amélie Nothomb qui arrive tout à coup avec un mot que tu dis, voyons, que c'est ça ce mot-là, que ça n'a rien de condescendant, ça coule de source. C'est vraiment très agréable. Et la troisième raison pour laquelle il faut lire ce livre, c'est qu'il raconte des histoires totalement invraisemblables. Farfelu, tu les as oui. lues, là, mais malgré tout crédible. Tu sais, c'est pas complètement disjoncté, là, mais ça reste... alors, on y croit au village de Saint-Jean. Écoutez, arriver à écrire quelque chose d'intéressant à partir des chaises de Saint-Jean, qui sont dans le quartier, bien là, écoutez, c'est un défi. Moi, je trouve que c'est un livre qui se déguste comme à petite bouchée, comme un bon Porto. Alors, vous prenez, vous lisez un chapitre une journée, vous attendez, vous lisez le... Je vais juste vous lire une phrase qu'elle a écrite en parlant d'elle-même. Elle dit « J'en viens à penser que c'est peut-être cela que l'on demande aux écrivains, de s'amputer d'une partie de leur vie, de se priver de la part d'eux-mêmes qu'ils empaillent en la mettant sur le papier. » Auriez-vous pensé à parler de empailler quand... Non, bon, en tout cas, elle y pense. Elle est vraiment, à mon sens, exceptionnelle et elle est appelée à un très grand avenir comme écrivaine. Bien, merci beaucoup. Moi, il y a certains passages que j'ai aimés, mais je peux pas dire que j'ai été emballée, par contre. Moi, j'ai adoré ça. Trop fantastique pour moi, trop... un petit peu disjoncté, là, à certains égards. C'était un petit peu trop pour moi. Mais je l'avoue, c'était vraiment bien écrit. Là, c'est vraiment... Les poubelles. Les poubelles, là. C'est ça, c'est quand même... Il faut y penser. Oui. Merci, Monique. Alors, moi, je vais vous parler... Vous savez que j'ai deux auteurs fétiches, Boucard Diouf et Éric-Emmanuel Schmitt. Alors, je vous parle de Journal d'un amour perdu, qu'il a écrit en 2019. Ce livre-là évoque sa relation avec sa mère et la douloureuse période qui a suivi son décès. Sa mère est décédée brusquement et... c'était un décès brutal et vraiment, pendant 2 ans, il s'est quasiment coupé du monde. Il a écrit son journal. Son journal est devenu très important. Et à un moment donné, il s'est dit, j'ai un devoir de bonheur parce que ma mère aurait voulu que je sois heureux. Donc, il faut que je m'ouvre au monde. Et là, il a eu envie de parler de ce qu'il avait écrit dans son livre, pas dans son livre, mais dans son journal. Et il s'est dit, le journal, ça ne peut pas être le livre que je vais écrire. Je dois le réécrire. Puis, ça a été un exercice très difficile, qu'il dit, parce qu'il ne savait pas trop ce qu'il devait dire et ce qu'il ne devait pas dire. Dans ce livre-là, il s'ouvre carrément avec ses erreurs, ses failles. Tu sais, pour nous, Éric-Emmanuel Schmitt, c'est un colosse, c'est un héros qui a été lu à travers le monde et tout ça. Mais là, on le voit dans son chagrin, dans son authenticité, dans sa fragilité. Alors moi, j'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs, à un moment donné, il dit « L'individu dépasse le traumatisme que lorsqu'il le verbalise. » Alors, vous voyez où est-ce qu'il en est, là. Ses ressentis sont vraiment palpables quand il écrit. Moi, j'ai vraiment aimé. Et le texte débute par « Maman est morte ce matin et c'est la première fois qu'elle me fait du chagrin. » Il y avait vraiment une belle relation avec sa mère. Alors, ça nous replonge dans son passé familial. Sa mère était aimante, merveilleuse. Elle lui a appris à aimer les livres, à aimer le théâtre. Ils étaient vraiment connectés tous les deux. Et il parle aussi de ses rapports qui ont été très difficiles avec son père.
puis qui a comme un peu compris en écrivant son journal, il a compris des choses, mais au moment où son père était vivant, là, ça a été très difficile. Il nous parle aussi de son quotidien d'orphelin débutant, parce que là, il n'y a plus de parents. Et comment choisir un cercueil, vider un appartement, affronter les regards quand tu es au salon funéraire, les condoléances, ça, c'est difficile aussi, là. Alors, il nous parle de ça. Mais ce livre-là, c'est vraiment une ode à sa mère, parce que c'était une championne de sprint devenue enseignante. Elle lui a transmis son goût du théâtre et des livres, mais aussi un caractère, des principes, une ambition, des désirs. Alors, l'auteur nous dit, je ne suis pas seulement la chair de sa chair, mais aussi l'esprit de son esprit. Ma vie, c'est son œuvre à elle. Alors, vous voyez comment il était vraiment connecté avec elle. Alors, il nous raconte sa longue lutte acharnée, difficile contre le chagrin. Il nous dit aussi que le chagrin, ça ne se contrôle pas avec les larmes. C'est pas ça qui va contrôler puis qui va diminuer le chagrin. Ça fait du bien, mais ça contrôle pas les larmes. Et par rapport à son désarroi face au décès brutal de sa mère, il dit « C'est un jour comme les autres et tout d'un coup, tout est différent, en l'espace d'un instant. » Ben oui. Alors... mais c'est un livre qui peut aider une personne qui est en processus de deuil. Oui, parce que, on voit vraiment ces erreurs, ces failles là-dedans. Là. Tu vois qu'il se cherche, c'est profond. Là. Il y a vraiment des constats subtils, je trouve, et profonds. Et moi, ça m'a beaucoup touchée. Puis, je le recommande parce que je trouve Éric Emmanuel Schmitt bien écrit, touchant, c'est même élégant. Mais là, on voit l'être perdu dans l'incertitude. Et c'est un être qui est désarmé, déconstruit, mais qui réussit à nous offrir une belle leçon de vie. Alors, juste un petit extrait en parlant de sa mère qui vieillissait. Sa résignation de femme âgée qui avait consenti à son retrait, parce que c'est une femme très active, et qui minorait le tragique du déclin en se livrant au plaisir de l'instant présent. Alors moi, je retiens cette phrase, vraiment, moi ça me aussi, touche. je vais faire ça de ma vie. Alors, bien, c'est tout. Je vous remercie beaucoup. Merci à toi. Et pour clore cette émission, une citation de Kim Thuy. Lire, c'est gambader dans le champ des possibles. Alors, je vous souhaite bonne semaine et bonne lecture.